Il s'agit, comme je le disais, donc d'évoquer ensemble la délicate question de la santé des aidantes, puisqu'il est question de la femme et de sa santé. Or, on le verra, mais quand on parle d'aidants, on parle surtout d'aidantes. Donc, pour évoquer le sujet, nous avons à ma gauche Anne-Laure Diochon, chef de service de la plateforme d'accompagnement des répits des aidants à la page. Bonjour. Ainsi que Claudine Guillon-Boisson, assistante service... Pardon. Ça, il y a eu un petit changement, du coup. Mais oui. Alors, pardon, je lis bêtement ma fiche. Alors, du coup, Maureen Pontus, psychologue sur le pôle de gériatrie de l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Très bien. Eh bien, bienvenue à vous. Merci. Bon, vous serez tout aussi apte à nous parler du sujet. Bien. Alors, qui veut commencer sur cette question de la santé des aidantes? Voilà. Je peux peut-être commencer en donnant une définition de qui sont les aidants et les aidantes, parce que c'est vrai que on parle d'un rôle où il est parfois difficile de se reconnaître. La définition officielle d'un aidant, c'est une personne, un proche, donc un mari, un époux, une fille, un fils, un enfant, qui intervient de manière quotidienne, régulière, auprès d'une personne en perte d'autonomie, que cette perte d'autonomie soit due à la maladie, au handicap ou à la vieillesse. Voilà. Et il s'avère qu'au niveau de la plateforme de répit des aidants, eh bien, 90% des aidants qui font appel à nous sont des femmes, principalement des mamans d'enfants en situation de handicap. Alors que du coup, moi, dans ma pratique auprès de personnes âgées, la plupart des aidants et des aidantes sont plutôt des époux, des épouses, mais aussi des sœurs, des ex-épouses et des filles. On sait que dans une fratrie, s'il y a une fille, ce sera de préférence elle l'aidante, et d'autant plus si elle travaille dans le médico-social. Donc souvent, c'est un rôle qui leur revient assez rapidement. Et c'est un rôle qui est la plupart du temps subi plus que choisi. Mais qui est quand même quelque chose d'assez spontané, avec une idée quand même de devoir. Il faut le faire et il ne faut pas avoir de regrets. C'est quelque chose que souvent les aidantes portent en elles. Ouais. On ne peut pas faire autrement. Alors, qu'est-ce qu'une aidante? On a bien compris, on a vu à peu près le profil type, effectivement, des filles, des épouses. Alors, être aidant, c'est prenant. Être aidant, être aidante, ça l'est peut-être encore plus. Qu'est-ce que ça implique en termes de santé pour l'intéressé? Alors souvent, il y a deux impacts qu'on peut noter sur la santé des aidantes. Il y a déjà tout ce que le fait d'être aidante va entraîner dans la vie quotidienne. Souvent, ces femmes, elles portent beaucoup de culpabilité, d'angoisse, de stress. Elles ont une charge mentale qui est importante. Donc déjà, on va avoir là un premier impact sur leur santé. Et puis, le deuxième impact, ça va être qu'elles sont centrées sur la personne qu'elles aident. Donc, elles ont tendance à s'oublier et du coup, à oublier de prendre soin de leur santé. Ce qu'on remarque chez les aidantes, alors, dans les aidantes que moi j'accompagne, elles accompagnent un proche souvent atteint de maladies neurodégénératives, maladie d'Alzheimer ou maladie d'apparenté. Et ce genre de maladie génère une hypervigilance constante. Un petit peu comme une mère dans les premiers mois de vie de son bébé. C'est le moindre bruit les réveille la nuit. C'est une source d'inquiétude permanente. Et ce stress, cette charge mentale, c'est un facteur forcément de risque pour les dépressions, mais aussi pour tout ce qui va être, donc, comme on le disait, prise en charge de leur propre santé, de leurs propres maux, parce qu'on ne peut pas laisser l'aider pour aller à un rendez-vous médical, on ne peut pas laisser l'aider pour aller chez le dentiste, et donc l'état de santé de ces aidantes se dégrade avec le temps, faute de pouvoir se consacrer du temps à elles-mêmes et de pouvoir confier leur aider, de confier un peu leur mission à quelqu'un d'autre. C'est difficile de déléguer quand on est aidante, et ça conduit à un chiffre qui est quand même dramatique. Aujourd'hui en France, on considère qu'un aidant sur 3
décède avant la personne qui l'accompagne. Donc c'est assez marquant de se dire que, en sachant que d'ici 2030, on estime qu'il y aura une personne sur 4 qui sera aidant en France. Un chiffre qui fait dire que structurellement, la société n'est pas encore suffisamment organisée pour venir en aide à ces gens qui auront besoin d'aide. Et donc, immanquablement, ça incombera à un de leurs proches, une de leurs proches, souvent d'ailleurs. Oui, et les chiffres actuels, effectivement, on considère qu'une personne sur 7, aujourd'hui en France, est en situation d'aidant, donc, et d'aidante, pour le coup. Ce qui est très saisissant, c'est à quel point, quand on est aidante, tout tourne autour de la personne aidée. Vous l'avez évoqué, mais c'est assez stupéfiant à constater. C'est qu'en gros, il n'y a plus que ça qui compte, de jour comme de nuit, vous le disiez, hein, l'angoisse, la moindre toux, le moindre bruit anormal. C'est une veille et une inquiétude qui est permanente. Ouais. Effectivement, on pense toujours à ce qu'on doit faire pour la personne, ce qu'on va organiser pour son mieux-être, hein, parce que l'objectif des aidantes, c'est que la personne qu'elles aident soit le mieux possible. Et du coup, ouais, cette hyper-vigilance dont vous parliez, elle est vraiment très, très présente. Vous faisiez référence pour les aidantes de malades d'Alzheimer ou de maladies neurodégénératives. C'est la même chose pour les aidantes d'enfants en situation de handicap, où cette vigilance est aussi extrêmement présente et où le côté organisation de la vie quotidienne prend énormément de place. Gérer, en tout cas pour les aidants d'enfants en situation de handicap, gérer la scolarité, gérer les rééducations, gérer le côté santé des aidés également, va prendre toute la place dans la vie des aidantes qui vont souvent se dévouer corps et âme, s'oublier, et puis aussi entraîner, voilà, tout ce que peut entraîner ce stress, ces angoisses, cette culpabilité qui est bien présente. La lutte contre la situation de perte d'autonomie, peu importe sa cause, en fait, cette lutte constante pour maintenir l'autonomie de l'autre à tout prix, fait que c'est une lutte qui prend toute la place et que les aidantes aujourd'hui, puisqu'on est là pour parler des aidantes, s'épuisent. Souvent, elles connaissent de l'aider, elles connaissent tout dans le moindre détail, quoi, dans quelle position il dort, à quelle heure il va aux toilettes. On dit souvent qu'elles sont les meilleures spécialistes de l'aider, en fait. Ah oui, mieux que les professionnels. Ce sont des expertes. Expertes, c'est le terme exact. Oui. Je dis souvent aux aidantes et aux familles que j'accompagne qui sont experts en le patient et que nous, on est experts en la maladie et que c'est à nous de construire quelque chose ensemble. C'est deux expertises qui doivent cohabiter. Et c'est pas toujours qui doivent coexister. C'est un partenariat, effectivement, pour nous en tant que professionnels qui intervenons auprès de ces aidants. Du coup, ça fait une très bonne transition pour la dernière partie on voulait vous parler, on tenait à parler des ressources qui sont disponibles pour les aidantes, parce que même si c'est encore insuffisant, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des ressources qui ne sont pas forcément connues. Je vais vous laisser d'abord présenter quand même votre plateforme de répit qui est une grande richesse. Du coup, oui, je vais présenter la plateforme de répit des aidantes, donc, qui est portée par la fédération APAGE. Donc, l'équipe est composée de 3 personnes, donc moi-même en tant que chef de service, et puis j'ai 2 collègues, Evolena Prudhomme qui est éducatrice spécialisée et Nathalie Loctin qui est infirmière, qui interviennent auprès donc, des aidants et des aidantes de personnes en situation de handicap sur tout le département de l'Ain. Ce qu'elle propose, c'est de l'écoute, du conseil, de l'aide à l'orientation, de l'aide à la coordination, du décryptage du secteur médico-social et du secteur du handicap, parce que c'est un secteur qui est compliqué. Donc voilà, ça c'est une première mission. Il faut être armé intellectuellement pour être aidant. Oui. C'est un maquis. Oui, c'est sûr. Il faut vraiment être en capacité de tout bien comprendre, de tout saisir, de tout anticiper. Donc, effectivement, si on peut être entouré pour ça, être un peu soulagé, c'est pas mal. Ouais. Voilà, donc ça, c'est une des missions
de la plateforme de répit des aidants de la page. La deuxième mission, ça va d'essayer de proposer du répit à ces aidants et ces aidantes, c'est-à-dire trouver avec eux ce qui va leur permettre de souffler au quotidien. Et le répit, il est vraiment aussi divers et varié que le sont les situations d'aidants et d'aidés. Donc parfois, le répit va se trouver par l'écoute que peut apporter les professionnels, par l'aide à la coordination, par l'aide dans les démarches administratives. Ce répit, il peut aussi se trouver par le relayage à domicile. Et c'est vrai que c'est ce que la plateforme de répit propose. Donc nous avons conventionné avec les services d'aide à domicile autorisés par le département pour proposer du relayage à domicile. Donc l'objectif, c'est qu'un intervenant à domicile vienne prendre la place de l'aidant sur un petit temps pour lui permettre de souffler, pour lui permettre d'aller à ses rendez-vous médicaux ou juste de prendre du temps pour elle sur un petit moment. J'imagine qu'il y a 2 obstacles à ça. Vous les connaissez? Oui. Hein, la culpabilité. La culpabilité. Et la confiance. Oui. Je dirais même il y a d'autres obstacles, il y a beaucoup d'obstacles à lever. C'est les 2 qui me viennent à l'esprit. Effectivement, ces 2-là sont importants et on discute beaucoup avec les aidantes pour... Culpabilité qui consiste à dire je l'abandonne quand moi je prends du temps pour moi, voilà, alors que je devrais être à ses côtés. Oui, cette culpabilité, elle est vraiment ici, donc on essaye de lever ça pour que les aidantes se rendent compte que quand elles seront... voilà, que pour être bien dans leur rôle, il faut qu'elles aient du temps pour elles, pour être bien avec elles-mêmes. Et puis, l'autre frein, c'est d'avoir quelqu'un qui vient à son domicile, qui rentre dans son intimité. C'est pas simple et ça doit aussi se préparer. Et puis, il y a un troisième frein qui est quand même existant, c'est la disponibilité des intervenants à domicile. C'est vrai que c'est un métier en tension. Et pour mettre cette prestation en place, on est aussi confronté aux difficultés du secteur de l'intervention à domicile. Et puis, comme vous le disiez, hein, la charge mentale que rajoute parfois le fait d'être aidé bloque beaucoup d'aidantes parce qu'il y a toute une charge administrative pour réduire le coût financier, qui est un coût réel et qui est une contrainte. Vous parliez de l'aider de l'aidant. On parle bien de l'aider de l'aidant. Oui, de l'aider de l'aidant. Ça demande une charge supplémentaire parfois. En gros, c'est plus simple que je me débrouille moi-même, pour faire court. C'est ça. Du coup, sur plutôt le côté gériatrique et l'accompagnement des aidantes qui accompagnent des proches, il y a et je pense que même dans votre cas, d'une des premières personnes vers lesquelles elles peuvent se tourner, mais qui est encore pas assez sollicitée, je pense, c'est le médecin traitant qu'il ne faut pas oublier, qui est là aussi pour veiller au bien-être de son patient et pas forcément du coup du tiers qui est aidé. Alors il y a les clics, les centres d'information qui permettent de trouver des informations pour savoir où est-ce qu'il y a des plateformes de répit, où est-ce qu'il y a des aidants, enfin des aides à domicile, des choses comme ça. Mais les aides à domicile, voilà, c'est une contrainte d'avoir quelqu'un chez soi qui vient faire la toilette de son mari. On n'a pas très envie, c'est un moment intime et on n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne un peu pour ça. Donc c'est forcément lourd. Il y a aussi une plateforme d'accompagnement et de répit des aidants en gériatrie qui se situe à la résidence Émile Pélican sur Bourg-en-Bresse, à laquelle vous pouvez trouver une assistante de soins en gérontologie, une assistante sociale et puis une psychologue qui propose des accompagnements individuels et en groupe, des ateliers aidants-aidés, parce que c'est important de rencontrer des personnes qui traversent la même chose que nous dans ces moments-là et de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans notre bateau et tout seul dans notre galère. Oui, effectivement, rompre l'isolement et pouvoir se rendre compte qu'on peut compter sur des professionnels, c'est quelque chose qui est déjà une aide. Pareil, la volonté de partage de son expérience, elle ne va pas de soi non plus. Hein. Oui, il y a certains qui veulent vivre leur misère dans leur coin, si je puis dire, hein, sans forcément aller l'exposer à d'autres. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que c'est difficile de faire le premier pas, en tout cas chez les aidantes qu'on accompagne, pour rentrer dans ces plateformes. Et puis, une fois qu'ils y sont, de rencontrer des aidantes qui sont à d'autres moments de la maladie, qui se donnent des conseils, où on peut faire une sortie sans être jugé parce que notre proche a un comportement qui n'est pas adapté. Ça les soulage beaucoup parce qu'on se rend compte... entre guillemets, des fois aussi, il y a ce côté un petit peu narcissisant de se dire finalement, le mien, c'est pas le pire. Ce qui n'est pas toujours mieux, mais on a toujours l'impression que l'autre est moins bien que le nôtre.
Et tout ça, c'est très important. Il y a aussi des accueils de jour qui existent en gériatrie qui permettent pour les patients qui ont des maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées d'avoir des répits à la journée, de façon soit en général c'est 1 à 3 fois par semaine, d'avoir des journées de répit, et c'est important d'avoir ce délai, de dire allez, dans 2 jours j'aurai une journée pour souffler, c'est essentiel. Mais c'est pareil, ça a un coût, ça demande de l'énergie. Ça veut dire que pendant une journée, au début, les aidantes sont un peu perdues de se dire qu'est-ce que je vais faire pendant cette journée. Et il faut que je me repose. Parce qu'on est tellement peu habitué à avoir du temps pour soi que le peu qu'on arrive à obtenir, on ne sait pas quoi en faire, en gros. C'est ce que vous dites. Soit on ne sait pas quoi en faire, soit il faut le rentabiliser. Donc au début, c'est pas forcément du répit. Oui, parce que la culpabilité est là aussi. Donc du coup, il faut rentabiliser ce temps. Ne rien faire, ce serait vraiment scandaleux. Vous arrivez à quantifier est-ce qu'il est possible de quantifier le nombre de personnes qui ont recours à tous les dispositifs que vous venez d'évoquer? Je vous poserai la question pour ce qui est de la page aussi. Je ne saurais pas le quantifier. Je dirais pas assez. De toute manière. Je dirais pas assez. C'est-à-dire qu'il reste quand même des créneaux. Il y a de la place. Ça dépend pourquoi. Par exemple, sur la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants de la résidence Émile Pélican, je sais qu'elles arrivent. Enfin, il y a des antennes qui ouvrent ailleurs dans le département. Il y a vraiment un investissement de ce côté-là pour essayer de trouver des créneaux avec des professionnels qui sont à l'écoute et qui sont vraiment avec un vrai réseau, une vraie filière gériatrique dans l'Ain qui a vraiment pour but de souvent quand un médecin traitant alerte, quand un urgentiste alerte, parce qu'il y a aussi tous ces épisodes, on essaye après de vraiment faire fonctionner le réseau pour répondre à l'urgence. Et on aimerait pouvoir anticiper les urgences. Expliquez-moi, l'urgentiste qui alerte, c'est quoi la situation? Eh bien, une aidante qui finit aux urgences parce qu'elle est épuisée et qu'elle s'est fait un col du fémur parce que finalement elle n'a plus une bonne alimentation depuis longtemps et qui va nous dire non mais moi je vais sortir parce qu'il y a mon mari à la maison et que mon mari ne peut pas rester tout seul à la maison. Elle est aux urgences par épuisement, mais elle veut vite en sortir. C'est ça. Pour aller retrouver la cause de son épuisement. C'est ça, parce qu'on ne peut pas l'abandonner, on ne peut pas le laisser tomber, donc il faut ressortir vite. Et, et à ce moment-là, c'est à l'hôpital aussi d'accompagner toutes ces personnes et d'essayer de trouver des solutions. Parce que hospitaliser quelqu'un qui n'a pas besoin d'être à l'hôpital, ce n'est pas une bonne solution non plus. Parce que c'est jamais ce qu'il y a de plus favorable que d'être à l'hôpital quand ce n'est pas notre place. Mais de trouver des solutions dans ces moments-là, c'est quelque chose d'important pour nous. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Concernant le nombre. Alors, le nombre d'aidants sur la plateforme de répit des aidants de la page, on a une file active qui peut aller jusqu'à 120 aidants soutenus sur une année. Au mois de septembre, on était déjà à plus de la moitié de cette file active. Donc, on a encore des possibilités d'accompagnement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, autant il y a quelques mois, on arrivait à donner un rendez-vous à l'aidant la semaine suivant son appel. Bon, maintenant, c'est dans les 2 semaines, quoi. Donc mais bon, c'est toujours très raisonnable en termes de tous les délais dont on a entendu parler en depuis termes de jeudi, délai, aujourd'hui, ça va. 2 semaines, ça va. Il y a pire. Voilà. Et c'est vrai que des exemples concrets que l'on peut trouver là, actuellement, par exemple, on accompagne une maman qui est aidante de plusieurs enfants en situation de handicap, qui a un souci de vésicule biliaire, qui doit se faire opérer. Ça fait 2 ans qu'elle doit se faire opérer. Et là, donc, on l'accompagne depuis quelques mois. On a réussi à proposer, à chercher avec elle des modes de garde pour ces enfants en situation de handicap, ce qui n'est pas évident et qui demande beaucoup d'énergie aussi. Donc on l'a accompagnée là-dedans. Et puis on va lui proposer des prestations de répit temps libéré pour que justement elle puisse avoir un créneau pour aller à son rendez-vous anesthésiste, qui est la première étape de sa prise en soin pour elle-même. Voilà, donc ça peut être des petites choses très concrètes que peut apporter la plateforme de répit des aidants dans ces situations-là pour que les aidantes puissent prendre soin d'elles. Aidant de son mari, de son épouse, ou aidant de sa mère ou de son père, c'est compliqué. Aidant de son enfant, c'est terrible parce qu'il y a l'angoisse sous-jacente permanente de « et après moi ». Oui, effectivement, c'est des questions qui
qui viennent très régulièrement auprès de ces aidants. Que deviendra-t-il après moi? Voilà, surtout les aidants qui se voient avancer en âge et qui accompagnent encore très régulièrement leurs enfants en situation de handicap, qui sont des adultes, mais qui restent leurs enfants. D'ailleurs, ces aidants-là, pour eux, le terme aidant, ça ne veut rien dire. Hein. Ils sont pères, ils sont mères, ils sont parents, ils ne sont pas aidants. Voilà, donc, mais effectivement, c'est des questions qu'on travaille avec eux. On travaille beaucoup aussi avec les services de protection aux majeurs protégés. Enfin, voilà, d'essayer de réfléchir avec ces personnes le après, parce que ça aussi, c'est très angoissant pour elles. Cette réflexion m'est venue parce que j'allais vous poser la question, en moyenne, combien de temps reste-t-on aidant quand on est parent aidant? Quand on est parent aidant, on l'est toute sa vie. Il n'y a pas de date de fin à ce statut. Pour ce qui vous concerne, vous les voyez plutôt en gériatrie, ces aidants. Alors du coup, est-ce qu'il y a une moyenne? Est-ce que vous pouvez jauger un peu Non, et puis je crois que le terme d'aidant, c'est quelque chose qui nous parle à nous, mais que pour qu'un aidant se reconnaisse comme aidant, et comme au-delà de je le fais parce que c'est normal que je le fasse, et que c'est comme ça que je dois le faire, ça demande déjà beaucoup de temps, parce que dans le cas des maladies neurodégénératives, les choses sont très sinueuses, elles arrivent petit à petit, quand on a commencé à mettre la table, finalement, qu'on le sert, et finalement, couper la viande, c'est pas grand-chose, et puis donner à manger, c'est pas grand-chose de plus. Et cet épuisement, il se fait petit à petit, avec le temps, sans qu'on s'en rende compte. Et quand on accueille des aidantes à l'hôpital, on se rend compte que souvent, quand on leur demande l'autonomie de leurs proches, c'est beau faire. Non, mais il fait tout seul. Mais vous êtes sûr, il fait tout seul? Il mange seul? Oui, je lui prépare, je lui coupe la viande, Et on se rend compte qu'en fait, l'autonomie vécue n'est pas l'autonomie réelle. Et souvent, ça demande un réajustement. Par déni aussi, sans doute. Par déni. Et puis, dans cette hypervigilance, ils sont un peu tête dans le guidon, quoi. Donc, ils ne voient pas les choses parce que quand on les fait, ils n'ont pas le temps d'y réfléchir. Donc, ils n'ont pas le temps de réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire et ils n'ont pas le temps de réfléchir au fait que c'est plus qu'être un époux, une épouse, plus qu'être une fille que d'aller donner sa douche à sa maman parce que c'est normal, elle avait besoin de moi. Et cette prise de conscience du moment où ils sont passés d'épouse, de fille à aidante, ça demande du temps et un accompagnement. Oui, ces aidantes, ils sont dans l'action en permanente. Donc réfléchir sur son statut, réfléchir sur soi, réfléchir sur ses soins à soi, c'est quelque chose qui est toujours mis de côté. Et le mal de dos qui est quasiment persistant, qu'on oublie. Voilà, on l'oublie, on fait avec, on avance. Oublie. On a mal au dos tout le temps, on se demande même pourquoi on a mal au dos, alors qu'on soulève quelqu'un 2-3 fois par jour. On est un petit peu en retard sur notre programme. Merci, c'était très intéressant. S'il y a une question dans le public, j'aimerais qu'on puisse quand même l'aborder, même si le public est peu nombreux, mais très attentif. On pourrait parler de ça des heures. Et comme vous le dites en plus, non seulement parce que c'est des situations courantes, mais qui en plus vont se multiplier du fait du vieillissement de la population. Oui, c'est ça. Et puis de l'orientation sur le tout domicile aussi que prend les politiques publiques. Et oui, sans forcément mettre en face les moyens nécessaires pour que les gens chez qui vont se retrouver ces gens aidés, alors soit chez eux, soit chez leurs proches, sans qu'il y ait... on a quelques leviers d'amélioration encore sur ce point-là. Oui, mais on a du temps. Bon. Et puis je crois que on peut continuer d'être aidant et d'avoir cette place-là et ce rôle-là, même si l'aider entre en institution, que c'est aussi un autre moyen d'être en lien. Et je dis toujours aux aidants que quand on finit par faire les choses parce qu'il faut et parce qu'on doit, c'est pas convenable ni pour nous ni pour l'autre. Et pourtant, à un moment, ça arrive. On finit par faire les choses parce qu'il faut et parce qu'on doit. Et on n'a jamais envie qu'on s'occupe de nous parce qu'il faut, parce qu'on doit. Donc, dans le cas des patients que j'accompagne, c'est une entrée en EHPAD. Je crois que ça permet parfois de retrouver le plaisir d'être avec l'autre, d'avoir envie d'être avec l'autre. Et le lien, il est toujours plus important que le lieu de vie. C'est vrai, ça. Le lien, il est toujours Il faut que ça redevienne un plaisir d'être avec celui ou pas celle une obligation, qu'on connaît mais un depuis 40 plaisir. ans, mais parce que, c'est vrai. Il ne faut plus que ça soit seulement source de contraintes, mais un peu source de plaisir. On aurait pu évoquer aussi le statut d'aidant, que beaucoup renoncent à demander, précisément pour ne pas avoir
cette étiquette d'aidant, Oui, cette étiquette-là. et perdre celui d'époux, celui de parent, celui de que sais-je encore. Le temps est compté, mais en tout cas, merci beaucoup à vous. C'était vraiment intéressant. Merci. Je le dis à chaque fois, c'était vraiment intéressant, mais à chaque fois, c'était vraiment intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Merci.